La Ve République a 65 ans. En octobre dernier, sa constitution a même battu le record de longévité de celle de la Troisième République. Alors c'est un régime loué pour sa plasticité, sa stabilité, son endurance, mais aussi très critiqué pour les blocages qu'il suscite dans la vie politique de notre pays. On en a encore vu un exemple cette semaine avec la motion de rejet à l'Assemblée nationale, et pour son caractère autoritaire, puisqu'il concentre dans les mains d'un seul homme les destinées du pays. Cet homme, c'est le président de la République. Alors, cette monarchie républicaine est-elle conforme aux mœurs et à l'histoire française? Doit-elle être critiquée pour ses excès autoritaires? Et si oui, comment la réformer? Voilà les questions que je me poserai ce soir avec mes invités, les historiens Pascal Horry et Arnaud Tessier. On se retrouve après le générique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Pascal Horry, vous êtes académicien et historien. Vous êtes un historien qui avait abordé énormément de sujets dans votre carrière, mais notamment des sujets sur la question de la nation, la question du populisme, de l'antisémitisme aussi. Et vous avez publié ce tract chez Gallimard, Ce cher et vieux pays, où vous interrogez un peu sur cette on va dire prédilection française pour le régime autoritaire, ce que vous appelez la démocratie autoritaire, on va y revenir. Et vous classez, disons, la Ve République comme une forme de démocratie libérale à tendance autoritaire. On va y revenir, évidemment. Arnaud Tessier, bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire et historien. Vous avez notamment écrit beaucoup sur De Gaulle et sur la Ve République, notamment une histoire politique de la Ve République et plus récemment avec Hervé Guémard, ce livre collectif Demain, la Ve République. Et vous êtes plutôt un défenseur de ce régime politique que vous estimez efficace, notamment dans la période que nous traversons, une période de crise intense au niveau mondial. Alors, je voudrais qu'on commence cette conversation, avant d'aborder plus spécifiquement la question de la Ve République, par cette question, est-ce que les Français aiment par nature les régimes autoritaires? Et je pose cette question parce que Pascal Horry, dans ce tract, vous dites que la France finalement a inventé un régime politique que vous appelez la démocratie autoritaire. Elle l'a inventé avec Bonaparte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de cette idée de démocratie autoritaire et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut partir du principe que dans la définition standard de la démocratie, il n'y a pas un espace pour la liberté. La démocratie, c'est la souveraineté populaire. Pourquoi est-ce que le fameux peuple avec un P majuscule, vous avez évoqué un ouvrage antérieur sur la nation, je disais la nation, qu'est-ce que c'est? C'est un peuple avec un petit P, donc des circonstances historiques, géographiques, etc., qui devient le peuple avec un grand P, c'est-à-dire qu'il est traversé à un certain moment, entre le XVIe et le XXIe siècle, par l'idée de souveraineté populaire. Et à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas dans la typologie des démocraties, et je maintiens le mot démocratie, c'est pas un oxymore, il faut aller jusqu'au bout, des démocraties libérales, certes, dont fait partie la France, même si elle est, d'après moi, une version assez autoritaire par rapport aux pays voisins, on y reviendra sans doute, des démocraties autoritaires, et j'irais même, je pousserais l'audace jusqu'à dire, il faut défendre l'idée qu'il y a des démocraties totalitaire. C'est que nous sommes tellement imprégnés de l'idée que démocratie égale démocratie libérale, on n'y pense pas. Il y a un mode de démocratie qui, en effet, intègre la tradition libérale, eh bien, c'est la démocratie libérale. Mais la notion de démocratie, franchement, n'est pas automatiquement appariée au libéralisme. Et en ce qui concerne la France, Napoléon Bonaparte, mais je le signale aussi, paradoxalement, peut-être que le modèle pur et parfait de démocratie autoritaire, c'est plutôt le neveu qui prend le pouvoir après 3 ans où il a été élu président de la République au suffrage universel. La France, premier de l'histoire. Eh oui, oui. Et actuellement encore, les États-Unis n'élisent pas leur président au suffrage universel. Il y a des grands électeurs. Donc c'est quand même déjà extraordinairement révolutionnaire. Dans la même année 1848, les Français testent le suffrage universel, bon, masculin, mais quelle révolution par rapport au suffrage censitaire de la veille, et décident d'élire leur président de la République au suffrage universel. Bon, ça évoque pas mal de choses auprès de nous, encore aujourd'hui. Il est triomphalement élu, Louis-Napoléon Bonaparte. 3 ans plus tard, il prend le pouvoir. On peut dire clairement, même si ce mot n'est pratiquement jamais utilisé dans l'historiographie, que c'est un dictateur qui prend le pouvoir. Et ce qui est génial, c'est l'acte par lequel il prend le pouvoir. Article 1, au nom du peuple français. Article 1, je dissous l'Assemblée nationale. Donc là,
c'est le coup de force, le coup d'État. Victor Hugo, les Républicains ne lui pardonneront jamais de ne pas avoir respecté son serment. Ils sont logiques, lui est dans une autre logique. Article 2, c'est ça qui est génial, c'est ça la démocratie autoritaire. Qu'est-ce que dit l'article 2 ? Le suffrage universel est rétabli, puisque pour des raisons diverses et variées, Louis-Napoléon Bonaparte avait laissé modifier la loi, de telle sorte que, sur l'inspiration de ses alliés, qui étaient disons, le parti de droite de l'époque, dit parti de l'ordre, on se retrouvait au bout de 3 ans avec un tiers d'électeurs en moins. Donc, l'homme fort reprend la totalité ou prend la totalité du pouvoir en rétablissant le suffrage universel. Et ça, c'est le génie de la démocratie autoritaire, qu'on retrouve dans le populisme aussi. Et la France a, pour moi, inventé, on ne parle pas de populisme à l'époque, mais le populisme au sens moderne avec le général Boulanger. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que nos contributions, ce pays qui a inventé par ailleurs la photographie ou le béton armé, a aussi inventé ces deux formes-là. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que le régime bonapartiste est une dictature ? Non, oui, le régime. Je ne pense pas que la tradition politique française soit dictatoriale, ni même autoritaire. Mais par contre, je rebondirai un peu sur ce qu'a dit Pascal Horry. Je me souviens de cette définition de Dupont-White qui disait la première des libertés, c'est le pouvoir que le peuple a sur son propre destin. Et effectivement, c'est la souveraineté, la question première de la démocratie. La première vraie liberté, c'est l'idée que le peuple est souverain et qu'il exerce sa souveraineté. Je crois qu'on peut comprendre l'histoire de la France, son histoire politique et constitutionnelle, et on ne peut pas comprendre 1958 et les institutions dans lesquelles nous vivons, même si elles sont abîmées, on va y revenir. On ne peut pas les comprendre si on ne comprend pas que la France a un destin, a une histoire tragique, une histoire démocratique tragique. Notre démocratie a été construite au prix de régimes successifs, de révolutions, de dictatures. On a connu quand même le régime de Vichy pendant l'occupation. Donc on a connu des tragédies dans notre histoire et il nous a fallu 150 ans pour construire notre système démocratique. D'où ce rapport étrange qu'ont les Français vis-à-vis de l'autorité, parce que c'est vrai, c'est un peuple révolutionnaire, c'est celui qui a fait la révolution de 89, qui fera plusieurs révolutions, c'est un peuple qui a la réputation d'être révolutionnaire, mais c'est un peuple qui apprécie l'autorité par une sorte de compensation. Et je crois que c'est Jules Ferry, il y a toute une tradition, c'est de la tradition de Gambetta, gambettiste, au début de la Troisième République, dans les années 1880, il y a des grandes figures fondatrices de la République autour de Gambetta, il va y avoir Ferry, et il y aura Jules Reynac, il y a toute une tradition de politique ou de hauts fonctionnaires qui disent « attention, attention », la République, ce n'est pas la négation de l'autorité. Ce n'est pas parce que nous nous sommes battus contre le Second Empire que la République doit être un régime faible. Et il y a une lettre admirable de Jules Ferry sur ses vieux jours qui écrit « Il serait temps que les démocrates, et en France, et nous, les républicains, on comprenne que la démocratie a exactement les mêmes devoirs que les autres régimes, qui est de gouverner. » Et Jules Reynac dit régner doux, gouverner difficile. Voilà une leçon qui pourrait s'adresser à beaucoup d'hommes d'État. Régner doux, mais gouverner difficile. Donc il y a cette obsession française qui est de retrouver un pouvoir qui gouverne, mais dans un cadre démocratique. Donc comment on réintroduit le peuple souverain dans le jeu, et ça va être l'idée, la réintroduction du référendum, que De Gaulle va exonérer en quelque sorte, non sans mal, de son passé plébiscitaire, donc le peuple qui va s'exprimer par la voie directe, et puis la question de la démocratie représentative. Écoutez, quand François Mitterrand a organisé les grandes festivités autour du bicentenaire de la Révolution française, 1989, il a invité Madame Margaret Thatcher, qui n'a pas pu s'empêcher de dire que nous, les Anglais, nous avons 1 siècle et 1 an d'avance, puisque notre révolution, d'ailleurs, l'occasion de forger le mot révolution, justement, la métaphore à partir de l'astronomie, c'est 1688. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Ça veut dire que la révolution anglaise 1688, qui n'est pas tout à fait la première, mais qui est fondatrice à tel point que quand on reçoit Charles III aujourd'hui, c'est en ligne directe, avec ce qui s'est passé en 1688 en Angleterre, c'est le modèle d'un régime parlementaire qui est encore assez tempéré du côté de l'exécutif au départ, et puis qui aboutit à la situation actuelle avec un souverain qui règne mais ne gouverne pas, etc. Ça, c'est le modèle standard qu'on peut qualifier de libéral en Europe occidentale. La France a essayé ça. Ça s'est appelé la Troisième République, la Quatrième République. C'est très intéressant. La Troisième en particulier a été très fondatrice elle-même. Mais regardez comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé en tragédie pour la Troisième et en drame pour la Quatrième. Je ne suis pas en train d'attaquer ces républiques-là, mais je dis que nos institutions ont d'une certaine façon
abouti à des solutions qui, quand elles étaient semblables aux pays voisins, parce que j'insiste là-dessus, nous sommes à part, nous sommes presque bizarres, eh bien, ces solutions ont fini par échouer. Est-ce que c'est parce qu'il y a un tropisme français, sans vouloir être essentialisé, les peuples, mais est-ce qu'il y a, d'où vient finalement, à la racine, vous parlez du catholicisme à un moment dans votre tract, d'où vient ce tropisme français pour cette obsession de l'unité, cette obsession de l'État fort, de l'autorité? Si on remonte à la racine. C'est un historien, donc je cherche dans l'histoire, en montant éventuellement assez haut, les sources de tout ça. Je n'ai pas le 06 du docteur Freud, donc les tropismes, je laisse ça à d'autres, voire peut-être à personne, mais les historiens, et je serais certainement d'accord avec mon voisin là-dessus, repèrent qu'évidemment, il y a une continuité institutionnelle impressionnante dans le cas de la France. Il y a plein de pays qui sont dans la discontinuité. Avec une autorité centrale, un centralisme qui se cherche peu à peu, mais qui va vers la situation du 19e siècle. Enfin, Tocqueville nous a tous précédés en rappelant que, sur ce plan-là, le nouveau régime, issu de la Révolution, oui, mais était dans la continuité autoritaire en ce qui concerne la monarchie, à travers le passage, par exemple, de l'intendant au corps préfectoral. Donc, il est clair que le mouvement révolutionnaire à la française prend des formules autoritaires. Et on pourrait multiplier les exemples. Bien entendu, le catholicisme. Ça, c'est capital d'avoir choisi le catholicisme et pas le protestantisme. 1688, et d'ailleurs la première révolution moderne, au fond, qui est celle des Pays-Bas, enfin des Provinces-Unies, au XVIe siècle, c'est clairement issu du choix protestant. Alors, je ne veux pas être déterministe, mais je suis quand même obligé d'en tenir compte. Et le catholicisme a plusieurs caractéristiques, mais entre autres, une vocation centraliste par rapport à la logique protestante. Tout ça, ça se retrouve. Nous étions sur cette tendance française qui remonte à loin. On retrouve la pensée du grand Pierre Legendre. Oui, tout à fait. Vous avez évoqué quelque chose qui est fondamental, c'est le rôle de l'État. La France n'est pas seulement l'histoire d'une constitution politique, c'est une constitution administrative qui, effectivement, dont les racines plongent au plus profond de l'histoire de la monarchie, mais que la République va adopter en réalité cette constitution centraliste, cette administration puissante qui va être l'œuvre principale d'ailleurs de Napoléon Bonaparte, puisqu'il ne laissera pas de constitution politique en fait durable, mais il va laisser une constitution administrative sur laquelle nous allons vivre bon an mal an jusqu'au début des années 80, avant que ce modèle, qui est un modèle centraliste, n'entre en crise. Mais je crois que c'est très important. Un des éléments constitutifs de notre système politique et démocratique, c'est le poids de l'État et le poids de l'administration, et effectivement cette obsession de l'unité. Il y a un texte que j'aime énormément, c'est une interview de Fernand Braudel dans Le Monde en 1985, où il est interrogé sur la décentralisation. Braudel est très proche de la gauche, de François Mitterrand, etc. Mais il dit attention, la décentralisation, j'ai peur que ça touche à quelque chose qui est la substance même de notre démocratie. Il dit la France, c'est des tissus cousus ensemble, et des tissus fragiles, et la décentralisation risque de disloquer, d'entraîner une dislocation de l'unité française. Et je crois qu'on ne comprend pas la vision française de la démocratie sans cette idée que l'une des composantes de la démocratie, c'est un État fort. Et donc, quand l'État est affaibli, en France, la démocratie est affaiblie. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, en ce qui concerne le centralisme pur et parfait, il est quand même très impressionnant de voir que le terme de fédéralisme est très peu introduit dans le destin français, sauf à un moment où ça permet aux Jacobins d'accabler les Girondins. Un règlement de compte entre révolutionnaires. Le fédéralisme, c'est vraiment quelque chose qui nous passe au-dessus de la tête. On parlera peut-être de la Suisse tout à l'heure. Il y a d'autres pays, pas seulement la Suisse, après tout. Il y a une tradition allemande, il y a une tradition italienne, payé très cher par des dictatures, mais enfin, au total, on est retourné en Allemagne, par exemple, à une tradition fédérale. En Suisse, c'est même encore relativement confédéral, même si ça se fédéralise. En France, mais non, absolument. Un parti fédéraliste, on prend une grande loupe, on ne le trouve pas, ou il échoue tout de suite. Justement, venons-en à la Ve République, parce que c'est l'objet de notre débat ce soir. Vous dites, Pascal Horry, que la France, en 1958, a fait un choix qui la place dans une situation d'anomalie par rapport aux autres pays européens. Alors, quel est ce choix et pourquoi c'est autant une exception, en tout cas dans le paysage des démocraties libérales occidentales ? Je n'utiliserai pas le terme anomalie, qui est un jugement de valeur. C'est atypique.
Moi, je débute ce tract par cet apologue supposé chinois, peu importe. Quand le sage montre la lune, l'idiot, vous pouvez remplacer idiot par imbécile, etc., regarde le doigt. Le doigt, ce sont les querelles franco-françaises, renaissantes, etc., et très rarement la perspective de la lune, montrée par le sage, à savoir, mais avant d'apparemment discuter sur le fond, en fait, on ne discute pas vraiment sur le fond, posons-nous la question des institutions politiques françaises qui permettent ce type de débat, ou d'ailleurs d'impasse. Et c'est ça qui me paraît important. Et moi, je prends très, très pragmatiquement tous les pays frontaliers de la France. Donc, on est dans un milieu de démocratie libérale, y compris la France, pas de problème de ce côté-là, mais regardez les institutions, à la fois théoriques et leurs pratiques, en Belgique, au Luxembourg, on oublie toujours le Luxembourg, on a bien tort, en Allemagne, en Suisse. On en parlera ensuite après de la Suisse. Voilà, continuons, l'Italie, l'Espagne. Nous tranchons. Donc, quand je vois ça, je suis quand même obligé de dire, pensons à la Lune. Mais pourquoi avons-nous des institutions si différentes ? Parce que c'est quand même le modèle du régime parlementaire, d'un rapport du chef de l'État au chef du gouvernement qui est un rapport de faiblesse institutionnelle du chef de l'État, etc. Et sans vouloir déjà parler de la Suisse, je signale quand même, parce qu'un Français standard ne peut pas comprendre cette phrase, en Suisse, il n'y a pas de chef d'État. Vous imaginez ? C'est le Conseil fédéral, c'est-à-dire 7 personnes, 5 partis. Mais un Français ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse se passer d'un chef d'État. Et comment caractériser ce régime ? Alors, c'est un régime, on l'a appelé la monarchie républicaine. Est-ce que C'était d'ailleurs un professeur de droit constitutionnel qui avait osé ça. À mon avis, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Maurice Duverger, n'est-ce pas ? Mais à mon avis, il allait un peu loin, me semble-t-il. Je ne suis pas du tout juriste. Mais Raymond Aron parlait de monarchie élective. Voilà, c'est ça. Mais monarchie républicaine, je pense que c'était un peu, j'allais dire, journalistique de la part d'un grand professeur de droit constitutionnel. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Nous avons quand même des institutions qui ont, depuis 1958, puisqu'on sortait d'une deuxième expérience parlementaire, voire parlementariste, qui était la 4e République, on a un chef d'État disposant d'un pouvoir considérable et la fameuse réforme qui a permis son élection au suffrage universel, ce qui lui donne une autorité symbolique et du coup réelle considérable, par exemple, par rapport au parlementaire. Le parlementaire ne sera jamais, il est certes l'élu de la nation, mais il est quand même élu par une circonscription. La circonscription du chef de l'État, c'est la France entière. Vous imaginez le poids qu'implicitement, et même explicitement, il a. Arnaud Tessier, sur cette exception française, à quoi est-ce qu'on n'a pas fait un choix à rebours de l'histoire ? Non, je crois que c'est une résultante de l'histoire. Encore une fois, c'est cette longue litanie de 16 ou 17 constitutions. Les autres démocraties n'ont pas connu ça. Je mets à part l'Allemagne, qui évidemment a bâti son modèle démocratique par réaction à ce qu'a été le nazisme. L'Italie a eu beaucoup d'instabilité aussi. Oui, l'Italie, enfin, moi, l'Italie ne m'a jamais plongé dans une admiration. On cite toujours l'Italie, le scrutin proportionnel, ça ne m'a jamais rempli d'admiration. La France, c'est toute une histoire, c'est 16 ou 17 constitutions en 150 ans, c'est encore une fois une histoire tragique, et encore une fois, c'est une démocratie articulée avec un État fort. C'est pour ça qu'effectivement, l'histoire du fédéral... Les Français sont comme tous les citoyens de toutes les démocraties du monde, ils demandent à participer plus directement à l'exercice de la démocratie, être consultés plus directement, plus souvent, etc. Mais en même temps, ils veulent un État protecteur parce qu'ils sont habitués à la protection de l'État. Pour eux, l'État, c'est celui qui protège. Regardez la facilité incroyable avec laquelle la France est entrée dans cette sorte de bulle qu'a été le Covid. L'État a mis la société française sous cloche et la société française l'a totalement accepté parce que l'État était dans son rôle. C'était la grande idée de De Gaulle qui était de dire les institutions sont faites. On ne peut pas comprendre nos institutions si on ne comprend pas 40. Pour De Gaulle, la démocratie qui est faible, c'est la démocratie qui succombe, c'est 1940. Donc la démocratie doit être forte. Et l'autre idée majeure qui anime De Gaulle, c'est l'idée que la vie des peuples est faite de crises et que les périodes, finalement, qui sont pacifiques, prospères, tranquilles, ce sont des exceptions, c'est pas le contraire. La crise n'est pas un moment dans une longue continuité de paix et de prospérité, c'est la crise qui est la règle et la paix et la prospérité qui est une sorte de pause. Et quand on regarde l'histoire du monde, l'histoire de l'Europe et l'histoire de la France depuis 40 ans, on réalise que De Gaulle avait assez raison. Donc les institutions françaises ont été conçues
pour cela, les institutions de 58. Elles ont été conçues pour éviter que se reproduise 1940. Les pouvoirs du président de la République, l'idée qu'il doit avoir une légitimité directe, le fait qu'il doit avoir des outils constitutionnels comme l'article 16, c'est une seule et unique raison. On ne veut pas revivre Albert Lebrun en 1940. Je crois que c'est cette obsession qui inspire non seulement De Gaulle en 58, mais aussi les juristes et les hommes politiques, dont certains sont issus de la 4ème République et qui participent aux travaux constitutionnels. Je crois qu'il y a dans l'histoire de France et dans ce qui aboutit à ce modèle qui est original, une peur de la faiblesse, une peur de la défaite, une peur de l'occupation, une peur de la guerre civile qui appelle des institutions fortes. Et c'est vrai qu'on est quelque chose d'un peu incompréhensible pour les autres pays européens, mais c'est l'histoire de la France. La France n'est pas une petite province de l'Europe. La France, oui, c'est ce que disait Taine. Il disait que la France n'était pas une nation normale, pour reprendre ça, tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. Il disait que la France n'est pas une nation normale. Mais il ne le disait pas en mauvaise part. Il disait que c'est une réalité de l'histoire. La France, c'est une sorte de miracle. Et c'est un miracle fragile. Et donc, 58, nos institutions aujourd'hui, c'est une longue quête, à partir de 150 années d'errance et de difficultés, de crise et de tragédie, une longue quête pour arriver à avoir des institutions qui nous évitent 1940. Pascal Horry, sur est-ce que ce n'est pas vrai que la Ve République est aussi un régime stable qui répond aussi à cette angoisse de la guerre civile qui traverse notre histoire et effectivement en écho avec ce que disait Arnaud Tessier sur 1940, cette défaite tragique qui a traumatisé les dirigeants politiques? Bien entendu, d'autant plus que la France a testé entre la défaite et, j'allais dire, la libération, le régime de Vichy, qui pose d'ailleurs beaucoup de questions. Clairement, l'administration française a suivi. Les Jean Moulin sont l'exception dans le corps préfectoral par rapport aux Bousquet. Et ça, ça fait réfléchir. Bon. Il ne faut pas oublier que la France des droits de l'homme, la France d'ailleurs du Front populaire, s'est retrouvée dans la situation de zèle à l'égard de l'occupant. Nous sommes le pays de la collaboration. Il y a 2 pays qui ont collaboré à cette époque-là, le Danemark et la France. Il n'y en a pas un troisième. D'ailleurs, vous avez des Gauleiter, vous avez des Quisling, des gouvernements en exil. Or, au Danemark, c'est le gouvernement en place qui se maintient et qui essaye de louvoyer. En France, il y a une révolution nationale, c'est-à-dire que vous avez une certaine tendance qui saisit l'opportunité de réformer, ça s'appelle même révolution, et c'est vrai que c'est une vraie révolution, dans un sens national. Donc c'est particulièrement troublant, et le génie du général de Gaulle, c'est de dire en 1940 qu'il est la France, alors que bien entendu, pour un historien, il n'est pas la France. Hein. Je maintiens, ce sont les 2 chambres qui adoubent Philippe Pétain, y compris d'ailleurs la majorité des élus du Front populaire. Parce que dans les 80 qui s'opposent à Pétain, la majorité vient du Front populaire. Mais la majorité des élus du Front populaire, il faut continuer jusqu'au bout, elle vote Pétain, etc., etc. Donc c'est très impressionnant, et il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu charismatique, d'un peu magique, pour faire croire à la France qu'elle a vraiment participé au combat contre Hitler. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Là aussi, le regard de l'étranger est d'une grande sévérité, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Arnaud Tessier ? Pas tout à fait, parce que d'abord la France a réellement contribué quand même au combat, notamment à partir de 42-43. Il y a la France libre, et puis ensuite il y a l'armée française reconstituée. La France a effectivement terminé la guerre dans le camp des vainqueurs, et ce n'est pas qu'une illusion. D'ailleurs, si ça avait été une illusion, elle n'aurait pas été à la table des vainqueurs. Donc de ce point de vue-là, De Gaulle a fait plus. C'est pas un beau mensonge, je trouve. Il y a une réalité. Ensuite, c'est vrai, vous avez raison, c'est la chambre du Front populaire, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient voulu donner une sorte de blanc-seing à Pétain, parce que Pétain va détourner les pouvoirs qu'il reçoit pour faire quelque chose. De fait, voilà. Si, mais vous avez prononcé plusieurs fois un mot sur lequel je termine ce texte, tragique. Hein. Mais oui. Donc je n'ai pas de jugement de valeur et je n'ai pas de leçon, mais je constate qu'il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix. Et on reviendra peut-être un jour à cette chère Suisse. C'est pour ça que De Gaulle considérait que l'armistice, c'était la faute. Puisqu'effectivement, la collaboration était effroyable aux Pays-Bas, en Belgique, mais il n'y avait pas de gouvernement. Enfin, c'était des gouvernements, c'était des Gauleiter, comme vous l'avez dit. Ouais. Et pour ça que De Gaulle a dit, à partir du moment où un gouvernement reste, il va être engagé sur une pente qui sera nécessairement celle de la compromission et de la collaboration. Donc pour lui, le péché initial, c'était l'armistice. Mais je crois qu'il y a cette idée quand même très forte qui va obséder De Gaulle dès 40. C'est ça qui est impressionnant dans les
textes de De Gaulle dès 1940, dans ses discours, dans ses lettres, dans ses échanges avec Jacques Maritain. Dès 1940, il ne s'agit pas que de gagner la guerre. Il ne s'agit pas que de gagner la guerre. Il dit qu'il va falloir reconstruire la France, il va falloir rompre avec les erreurs de la Troisième République, il va falloir bâtir une démocratie forte. C'est-à-dire que De Gaulle ne fait pas seulement la guerre pour battre l'Allemagne, il fait aussi la guerre pour reconstruire la France et rompre avec les erreurs du passé. Donc le projet de 58, il ne se conçoit pas sans 1940. Oui. Pour De Gaulle, c'est un trait continu. Et vous dites d'ailleurs qu'en 58, l'obsession de De Gaulle n'est pas la guerre d'Algérie, pas du tout, c'est les institutions. Ah oui, la guerre d'Algérie, c'est un embarras, c'est un boulet. Son projet est évidemment institutionnel, et on le comprend beaucoup. Mais pour revenir aux pays voisins, c'est toujours ma préoccupation, soyons pas trop nombrilistes. C'est vrai que des pays comme l'Allemagne et l'Italie, plus tard l'Espagne, après la chute de Franco, qui ont connu des expériences alors autoritaires ou totalitaires, vont faire un retour, voire pas dans le cas de l'Espagne, vraiment une innovation du côté d'un régime parlementaire libéral qui explique leur situation actuelle. Mais c'est intéressant de voir que la France, après une sorte de deuxième test qui aurait été la 4ème République, ne fera pas le choix d'un régime fondamentalement parlementaire et libéral. Il y a des raisons historiques dans ça. Mais ne pensons pas que nous sommes du coup un modèle de démocratie. Pour moi, l'un des modèles les plus autoritaires de la démocratie libérale. Mais nous avons sous nos yeux des pays qui continuent à fonctionner. On s'est moqué, par exemple, de la Belgique, qui met un temps fou à constituer des gouvernements. Mais on pourrait considérer qu'un vrai démocrate, est-ce que ça existe, devrait se réjouir en disant, mais voilà... Oui, et en France, on a cette obsession et cette espèce de peur permanente du retour de la 4ème République qui a été peinte comme une période d'instabilité totale. Est-ce qu'on a raison de dépeindre ce régime de façon aussi noire ? Ou est-ce que c'est un peu un repoussoir imaginaire pour justifier la 5ème République ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Italie. Vous ne pouvez pas avoir un modèle parlementaire avec des dispositions variables d'un pays à l'autre sur de la loi électorale, etc., sans, effectivement, par exemple, la fameuse instabilité. Sous la Troisième République, c'était plutôt une instabilité gouvernementale, beaucoup moins ministérielle. Vous avez souvent de gouvernement à gouvernement sous la Troisième, les mêmes titulaires. Bon. Donc, il ne faut pas caricaturer, mais... Je suis en train de dire qu'aucun système n'étant idéal, si on se pose la question de la démocratie libérale, ou alors on fait le choix de la démocratie autoritaire, etc., eh bien, ce n'est pas en France qu'on va le trouver, et en particulier en Suisse. La démocratie participative, aujourd'hui, nous sommes tellement français que nous nous rendons compte un peu que nous avons un chef de l'État qui a un discours consistant à dire il faut développer, refonder, enfin établir la démocratie participative. Ça fait rire. Franchement, d'abord les Suisses, évidemment. C'est-à-dire que quand on a des initiatives visant à donner la parole au peuple, ça vient du sommet. Nous sommes incorrigibles. Je voudrais qu'on revienne sur cette 5ème République et les critiques qui lui sont adressées aujourd'hui. On l'a encore vu cette semaine à l'Assemblée nationale, puisqu'une motion de rejet a été adoptée par une majorité hétéroclite composée à la fois du Rassemblement national, des Insoumis et des Républicains contre le gouvernement sur la loi immigration. Alors certains y ont vu justement le symptôme d'une 5ème République malade qui ne permet plus de créer de majorité politique, qui empêche tout compromis, toute culture du compromis. Est-ce que vous trouvez cette critique justifiée, Arnaud Tessier ? Mais non, bienvenue en démocratie. Oui, il y a des majorités hétéroclites, c'est le jeu démocratique. Justement, on a perdu l'habitude de ces mécanismes qui sont assez naturels. Ce que la 5ème République a introduit, et c'est ce qui est très critiqué à travers le 49.3, c'est une sorte de responsabilisation des partis politiques. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je trouve que le 49.3, l'usage qui en est fait est tout à fait exemplaire, puisqu'il est dit, en fait, par exemple, aux LR, qui sont censés être dans l'opposition, mais qui, en réalité, soutiennent, sans participer, le pouvoir en place. Prenez vos responsabilités. Si vous êtes dans l'opposition, eh bien, votez une motion de censure. Mais sinon, laissez-nous gouverner. Et finalement, c'est une mécanique qui était voulue. Parce que l'idée des institutions de 58, c'est que le gouvernement doit pouvoir gouverner et que le pouvoir n'est pas là pour régner, mais pour gouverner. Ensuite, je pense, et ça, c'est quelque chose qui me paraît très important et que je répète souvent, nous ne sommes pas dans une 5ème République qui fonctionne normalement. La 5ème République a été conçue très clairement, dès l'origine,
avant même la révision de 62, comme un régime qui repose à la fois sur la démocratie représentative et sur la démocratie directe. C'est-à-dire qu'il est dit clairement dans l'article 3 que la souveraineté du peuple s'exerce par l'élection de ses représentants et par la voie du référendum. On ne fait plus de référendum. De Gaulle faisait des référendums. Il en faisait même tellement qu'il a démissionné parce qu'il en a perdu un. Donc il y a une part, si vous voulez, une part substantielle de notre équilibre démocratique qui n'est plus présente. On ne fait plus de référendum. Et effectivement, c'est un peu ridicule de parler de démocratie représentative quand on n'utilise même pas cet outil, qui est un outil de démocratie participative. Le premier outil de participation directe du peuple à la vie politique, c'est le référendum. Alors certes, ça vient d'en haut, mais même celui-là, on ne l'utilise pas, y compris sur des sujets de société majeurs, des sujets de système de société comme les retraites ou autres. Surtout qu'on a élargi le champ du référendum en 1995, mais depuis le référendum de 2005, on ne l'utilise plus par peur du résultat. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme si nous étions dans la Ve République fonctionnant normalement. Autre exemple, on dit toujours que le Premier ministre est extraordinairement effacé dans un système hyper-présidentiel. Ce n'est pas la tradition de la Ve République telle qu'elle a été voulue par De Gaulle. Sous la Ve République, dans sa première manière, dans sa première inspiration et dans l'esprit de ses institutions, le Premier ministre existe. Oui, mais est-ce que c'est pas paradoxal de demander à des institutions qu'elles survivent à travers un esprit, puisque le propre des institutions, c'est quand même justement de déterminer un cadre qui doit survivre à la manière dont il s'est interprété par ses représentants. Si vous dites l'esprit qui vient de la pratique. Oui, mais là vous dites en gros la Ve République ne fonctionne plus parce qu'on a perdu l'esprit qui présidait à ça. Mais le propre des institutions, c'est de ne pas vivre à travers un esprit, à travers un cadre. Elle fonctionne moins bien. Mais il y a encore des mécanismes qui fonctionnent, comme le parlementarisme rationalisé, il y a encore des mécanismes qui fonctionnent. Et encore une fois, j'ai illustré cet exemple. C'est l'histoire de motions de censure, de ce qui s'est passé hier, etc. C'est le jeu démocratique. Chacun prend ses responsabilités. On est dans la majorité ou on est dans l'opposition, ou on fait des majorités de compromis. À la limite, rien n'empêche une majorité de compromis. Mais il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de ministre LR au gouvernement, etc. Parce que justement, ce que j'essaye de dire dans certains passages de ce tract, c'est que nous avons des institutions qui, pour diverses raisons, évidemment liées au traumatisme de la guerre d'Algérie, de l'incapacité de la 4e à surmonter cette géopolitique, entre parenthèses, le nombre de cas où en fait la géopolitique joue un rôle, on ne s'en rend pas compte, en 40 et en 58, c'est de la géopolitique. Hein. Quand on discute de géopolitique, on devrait peut-être y regarder de plus près. Mais le 49-3, c'est logique, je veux dire, c'est dans la logique gaulienne. Bon, simplement, avec par exemple ce fameux second tour, ne sont maintenus que les 2 candidats arrivés en tête, etc., nous avons une culture du clivage qui se renouvelle sans cesse, certes, mais qui rend extrêmement difficile le compromis face à un chef de l'État, j'y reviens toujours, qui a, par définition, une légitimité considérable. Donc, comment imaginer un compromis à la façon de ces pays qu'on vient de citer, l'Italie, etc., où vous avez des partis qui sont, d'une certaine façon, obligés de travailler ensemble. Ici, on les oblige à surtout ne pas signer de compromis, ne pas constituer de coalition. Alors, moi, il y a une cohérence, mais qu'on ne s'étonne pas de rencontrer parfois des impasses, c'est tout. Et est-ce que, selon vous, la Ve République est responsable de l'éruption française, notamment depuis 1958 ? On pense à mai 68, on pense aux Gilets jaunes, on pense à la réforme des retraites, la manière dont ça s'est déroulé extrêmement violemment dans la rue. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre nos institutions et la manière dont le débat et le combat politique se déplacent dans la rue ? J'aurais tendance à le faire parce que ça aussi, la Lune et le doigt, peu de Français se rendent compte que mai 68, c'est strictement français, parce que j'ai passé des années à expliquer aux étudiants qu'en 68, il se passait plein de choses, mais la manière dont ça a été vécu, c'est-à-dire que ça remonte vers le sommet, c'est typiquement français. Au Mexique, Prague, en Allemagne, au Japon, non, mais ça n'a rien à voir. Donc, ça ne se passe qu'en France. Les Gilets jaunes, ça ne s'est passé qu'en France. Je me rappelle très bien les médias qui, à un certain moment, disaient ça commence à bouger en Italie du Nord. Mais non, c'est typiquement français. Donc, moi, je veux bien que quand on évoque les Gilets jaunes, on dise la périphérie, etc. Mais pourquoi c'est en France ? Parce que nous avons des institutions, j'allais dire, chaînes et pas roseaux. C'est ça le problème. Alors, nous essayons sur le lien entre l'esprit d'émeute et les institutions. Vous ne faites pas, vous ? Le gilet jaune, j'ai une interprétation très... il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a la France archipel, la France périphérique. Ça a été très étudié, tout ce qui a conduit à ces fractures internes de la société française.
Mais moi, je l'interprète comme une angoisse existentielle devant la disparition de l'État. C'est amusant d'ailleurs qu'on ait présenté, par exemple, la suppression d'une institution symbolique comme l'ENA comme une revendication des Gilets jaunes. Ils n'ont jamais demandé la suppression de l'ENA. J'ai plutôt vu, de la part des Gilets jaunes, la revendication d'un retour de l'État, d'un retour dans l'État, dans les petites villes, en province, dans les banlieues, dans la campagne, etc., etc. Il y a une demande d'État, et ça nous ramène toujours à cette quintessence, enfin, le cosmos de la France, c'était ce que disait Victor Klemperer, l'auteur de la langue du Troisième Reich. Il disait en 1925 que le cosmos de la France, c'est l'État. Et donc, il y a cette demande d'État qui est d'une constitution... je ne vois pas où il a disparu l'État en France, mais... Mais parce que vous voyez un État... Vous le voyez à travers sa manifestation, la protection sociale, etc. Mais l'État, c'est pour les Français, c'est une présence sur le territoire. C'est une présence physique. C'est extraordinaire. 69, De Gaulle était conscient. Avant 68, avant même 68, De Gaulle veut faire quelque chose pour renouer le lien entre l'État et la société. C'est sa réforme, la création des régions, qui n'étaient pas du tout des régions décentralisées dans son esprit, c'était des régions, en fait, dont le patron aurait été le préfet. Mais l'idée de Gaulle était qu'il fallait renouer le lien entre le territoire, parce qu'il ne disait pas les territoires, il disait le territoire et le politique et l'État. Et il disait un jour, il faudra reprendre à zéro ce que j'ai voulu faire et qu'il a échoué en 1969, qu'il n'a pas réussi à faire en 1969. Donc je pense qu'il y a ça. La démocratie en France, c'est aussi quelque chose qui est profondément territorial. Et c'est pour ça, effectivement, qu'à mon avis, même si la décentralisation continue d'aller plus loin, même s'il y a une dislocation progressive, même si on fait la différenciation, etc., il y aura toujours cette aspiration presque physique, physiologique des Français à un État fort, parce que c'est l'État qui les protège, c'est l'État qui maintient sa présence physique, aussi, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même avec cette figure du président de la République qui concentre dans ses mains tout le pouvoir? Vous l'avez dit pendant la crise du Covid, ça se décidait dans le bunker de l'Élysée. On décidait ce qui le conflit. Matignon a joué son rôle. Oui, d'ailleurs. C'est vrai, mais quand même, quand vous avez un président de la République qui va à la télévision pour expliquer qu'il faut se faire vacciner, enfin qui prend en charge l'entièreté finalement de la responsabilité de la situation. Et je compare d'ailleurs au Royaume-Uni où Boris Johnson a dû rendre des comptes sur cette période et a même a perdu le pouvoir suite à des errements dans cette période. En France, le président de la République ne rend aucun compte sur sa gestion de la crise du Covid. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement dans cette concentration du pouvoir dans les mains d'un président qui a été accentué d'ailleurs sous Emmanuel Macron avec un hyper-présidentialisme et qui finalement conduit à une forme d'électrisation du débat autour de la personne du président de la République qui ne règle pas véritablement les problèmes? Ça n'existait pas dans les premiers temps de la Ve. Je pense que plus le président est faible, plus il a tendance à vouloir incarner et à parler et à se montrer. Mais en réalité, la réalité du pouvoir du président de la République sur les choses est beaucoup plus restreinte qu'elle ne l'était il y a 30 ou 40 ans. Donc je pense qu'il y a beaucoup de rhétorique qui s'est beaucoup développée avec Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy le tournant, cette sorte d'égotisme ou d'égocentrisme présidentiel. L'hyper-présidentialisme. Voilà, c'est Nicolas Sarkozy, et ça ne correspond pas à la réalité du pouvoir. Et d'ailleurs, la révision constitutionnelle de 2008, où Nicolas Sarkozy a lâché, si j'ose dire, beaucoup de choses sur le parlementarisme rationalisé, la contrepartie, la seule chose qui l'intéressait, c'était de faire comme le président des États-Unis et de pouvoir s'adresser devant le Parlement réuni en congrès. Il l'a fait, aucun effet. Voilà. Donc, je crois qu'il y a cette idée, moins j'ai de pouvoir, plus je veux incarner. L'hyper-présidentialisme. Avec les effets pervers de cette situation, alors, qui est à la fois, à mon avis, quand même, dans les sources de la Ve République, mais on peut considérer que c'est une bonne chose, mais qui est également, qui a pour source la manière dont tout ça a évolué, c'est que, clairement, on a une conception autoritaire de la manière d'attaquer l'autorité. D'une certaine façon, je ne pense pas que les Français soient, entre guillemets, des anarchistes, ce sont des formules faciles, mais il y a clairement un regard de critique de l'État qui est justifié par l'hypothèse que l'État est tout-puissant, alors qu'il n'est évidemment pas tout-puissant, mais il est présenté comme tout-puissant. Et regardez la démocratie participative. Nous avons eu une tentative depuis 2008 qui ne donne rien, c'est-à-dire le référendum d'initiative partagée n'a jamais été mis en place. Et là aussi, sous l'œil quand même un peu ironique de certains pays qui sont beaucoup plus avancés. Et je signale que ma chère Suisse n'a aucun intérêt particulier dans l'affaire. Depuis un siècle et demi, pratique
une démocratie participative exigeante, 4 fois par an, des votations, où on distingue d'ailleurs, ce qui est très intéressant, des votations sur des textes soumis à référendum ou qui viennent d'initiatives populaires. Donc, évidemment, du côté français, ça part du sommet, c'est référendum. Ça peut exister chez les Suisses, sauf que le sommet, c'est l'absence de chef d'État, tout ce que je disais. Vous vous rendez compte qu'un citoyen suisse standard reçoit 4 fois par an ces volumes, je les ai regardés, c'est impressionnant. Ce ne sont pas du tout des textes secondaires, il y a des textes secondaires qui leur sont proposés, mais des textes fondamentaux leur sont proposés aux citoyens et aux citoyennes, avec les arguments pour, les arguments contre. Si ça, c'est pas de la démocratie participative. Donc, d'une certaine façon, je vois bien ce qu'on peut dire de la Suisse, mais ça, c'est la paille et la poutre. Hein. La Suisse a des pailles dans l'œil, mais alors la France, à côté de ça. Mais est-ce que vous serez pas favorable, par exemple, à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne ? Mais, oui, que demander les Gilets jaunes. Tout ce qui va dans cette direction-là s'éloigne des hypothèses autoritaires, même s'il y aura des manipulations. Mais ce que je vois, c'est que ça patine. C'est tellement français que ça patine quand il s'agit de dire allons-y. Arnaud Tessier, pour vous, il faudrait renouer avec la pratique du référendum ? Bien sûr. Ce que dit Pascal Horry sur les documents, on a un exemple. C'est le référendum sur Maastricht, dont on nous avait dit que c'était un traité absolument incompréhensible, que les gens ne comprendraient pas du tout. Il y a eu une vraie campagne référendaire qui a duré plusieurs mois. Notamment, c'est là que s'est illustré Philippe Séguin, qui est allé avec son bâton, qui est allé dans des réunions multiples, qui a expliqué les enjeux du traité. Et en réalité, malgré l'extrême technicité du traité, il y a eu un vrai débat national, un vrai débat public, qui d'ailleurs a conduit à un vote qui était très serré, oui, et qui n'a tenu qu'au fait que François Mitterrand a mis tout son poids personnel dans la balance. Donc je crois que le référendum, dans sa version initiale, est déjà en soi un bon outil si on le pratique intelligemment. Bien sûr, il ne faut pas faire un référendum 6 mois avant les échéances électorales finales. Il faut le faire sur des sujets qui engagent véritablement l'avenir du pays. Et puis, il faut qu'il y ait une vraie campagne référendaire, c'est-à-dire avec présentation des arguments, débat, enfin, toutes ces choses dont on a perdu l'usage. Maintenant, vous voyez bien que les campagnes électorales, c'est des hommes politiques derrière un pupitre qui parlent à tour de rôle, des hommes et des femmes politiques qui parlent à tour de rôle derrière un pupitre. C'est même plus des débats. Donc, à ces conditions-là, je pense que le référendum, même d'initiative, même venant du sommet, peut être un outil très précieux et très puissant, mais il fait peur. Parce qu'évidemment, De Gaulle, le jour où il a perdu un référendum, est parti. Et puis parce qu'il y a eu le référendum de 2005, la réponse n'était pas la bonne. Comme disait Giscard d'Estaing, le référendum, c'est valable quand la réponse est oui. Donc, à partir du moment où on n'accepte pas le risque politique qui va avec cette arme fabuleuse, et bien voilà. Je crois que... Mais le danger, c'est pas que, comme on est dans un régime présidentiel, la réponse à la question soit forcément associée au président de la République. Donc, êtes-vous pour ou contre le président de la République ? L'exemple de Maastricht, je pense, est un bon exemple. Ouais. Le référendum de Maastricht, François Mitterrand n'a jamais voulu se mettre dans le sillage du général de Gaulle. Il a toujours dit qu'il ne démissionnerait pas quoi qu'il arrive. Mais en même temps, il y avait un véritable enjeu et qu'il a d'ailleurs fait jouer lui-même par un débat extrêmement spectaculaire qui a eu lieu 3 semaines avant le vote. Je crois que c'est une question de pratique. Alors, à mon avis, rien n'est pire, par contre, que ce qui est ni de la démocratie à la Suisse, ni du référendum à la française, type 5e République, bonne version initiale, c'est les conventions citoyennes. Alors là, il n'y a rien de pire, parce que là, on prend des citoyens sélectionnés sur un panel fait par des sociétés de sondage, et alors là, vous avez des sortes de super-citoyens qui sont censés exprimer la voix du peuple. Ça, je crois qu'il n'y a rien de pire. Il faut utiliser... finalement, notre histoire politique nous donne des outils qui, bien utilisés, peuvent être des outils précieux, avec beaucoup de ressorts, mais beaucoup de risques. Ça, c'est certain. Parce que oui, le référendum, comment, pour vous, le référendum tel qu'il est permis comme par la 5e République, ce serait aussi une bonne manière de revitaliser notre démocratie, ou vous êtes plutôt méfiant ? Il est là depuis le début. Oui. On a bien vu que, premier effet pervers, il y a une exception éventuellement avec Maastricht, mais on ne regarde même pas quel est l'objet, on vote pour ou contre celui qui est à l'origine. Donc c'est un réflexe anti-monarchique, mais automatique. Donc, effet pervers. Non, on peut aller beaucoup plus loin dans la démocratie participative, mais nous partons de tellement loin, là, pour le coup, que je ne suis pas sûr qu'on devienne jamais suisse. Hein, ça. Alors pour vous, quelles seraient justement les pistes de réforme institutionnelle intéressantes à mettre en œuvre dans notre pays pour corriger, pas passer à une 6e République, mais enfin, peut-être d'ailleurs que vous le pensez, est-ce qu'il faut carrément changer de République, ou est-ce qu'il faut mener des ajustements dans la mesure du possible en accord avec notre culture nationale ?
je ne vais pas me transformer en leader d'opinion. J'essaye de voir pourquoi la France accouche régulièrement de ce type de configuration, plutôt autoritaire, et pourquoi, d'une certaine façon, les autres ont choisi quand même d'autres chemins. Ça devrait nous interroger. Par exemple, effectivement, vous avez des lois électorales qui favorisent dans certains pays le partage proportionnel. Bon, alors évidemment, on voit tout de suite l'argument inverse, à savoir... On atteint des seuils d'ingouvernabilité. Enfin, nos pays voisins ne sont pas non plus tous complètement bloqués. Mais avec l'histoire que nous avons sur les épaules, je crois que nous aurons du mal à nous débarrasser de nos choix autoritaires, centralistes. Oui, le grand reproche qu'on fait à la 4ème République, c'est l'ingouvernabilité. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation d'ingouvernabilité aujourd'hui en France ? Quand on voit les blocages qu'il y a à l'Assemblée, l'incapacité à réformer le pays parce qu'on ne trouve pas parce que la majorité et la légitimité, on l'a vu sur la réforme des retraites, on le voit aujourd'hui sur la question sur l'immigration, c'est-à-dire des sujets vraiment majeurs pour le pays, on n'arrive pas à faire passer les lois. Est-ce que vraiment la 5ème République est garante d'une efficacité politique ? Si on respecte les règles du jeu, oui. Il y a un problème de confiance politique, on le voit bien. Ce type de situation, vous avez des outils qui sont faits pour les résoudre. Vous avez le référendum qui, à mon avis, n'est pas forcément plébiscitaire. De Gaulle l'a utilisé sur des vraies questions, l'indépendance de l'Algérie, l'élection du président au suffrage universel. Donc le référendum, encore une fois... toujours interprété de manière plébiscitaire, parce qu'un régime autoritaire a réponse anti-autoritaire. Donc non, ce qui est évident, c'est que l'idée de coalition, vous imaginez quand même que le Luxembourg, par exemple, peut en ce moment, où il n'y a pas très longtemps, retrouver dans son gouvernement les écologistes, les socialistes, les libéraux. Aujourd'hui, c'est inimaginable en France. Mais si. Donc dans l'opposition, c'est possible. Cherchez l'erreur. Voter contre, oui. Les coalitions sont possibles. Mais non, avec le scrutin majoritaire, elles doivent être faites avant les élections. C'est ça la force du scrutin majoritaire. Parce que le problème de la proportionnelle, c'est qu'on élit des députés et puis ensuite, ils font leur coalition dans leur coin après. L'idée du scrutin majoritaire, c'est que le choix doit être proposé à l'électeur en amont. Les accords de gouvernement, ils doivent se faire en amont. Et d'une certaine manière, c'est toute la logique de la Ve République. C'est responsabiliser les partis politiques. Encore une fois, je pense que la Ve République ne marche pas bien aujourd'hui, ça c'est certain, elle ne marche pas bien. Il y a certains ressorts qui continuent de fonctionner, parce qu'il y a quand même une stabilité gouvernementale. Il y a une certaine capacité quand même, je reviens, même si c'était très critiqué, ça continue de l'être, etc. Il y a une capacité du régime à réagir aux situations de crise qui est assez remarquable. Ça s'est vu pendant la crise du Covid, mais ça se voit... Oui, mais bon, les gilets jaunes, les émeutes de banlieue, la crise des retraites, ça ne se voit pas dans d'autres pays, et pourtant... Si, il y a quand même eu des troubles sociaux, et puis quand même, c'est aux États-Unis quand même que le Capitole a été pris d'assaut. Donc je pense qu'aucune démocratie au monde n'échappe à une question existentielle qui a très bien été illustrée par dans ce livre que j'aime beaucoup d'Yves Mény, Imparfaite démocratie. La démocratie marche bien. Le peuple accepte d'être dépossédé de sa souveraineté directe tant qu'on lui promet du bien-être et du progrès. Le jour où on lui promet que des larmes, du sang, de la sueur et des larmes, en période de paix, eh bien voilà, et le Capitole est pris d'assaut. Donc il y a une crise démocratique en général qui en France est plus compliquée parce qu'il y a ce sentiment que la société n'est plus protégée par l'État. Il y a encore une fois, moi je crois que c'est ça, les Gilets jaunes. Marcel Gauchet a utilisé un jour une expression très belle, il a dit que la Ve République, le gaullisme, était une forme réussie d'étatisation de la démocratie. Et il expliquait, les citoyens veulent avoir plus de responsabilités, plus d'action sur leur destin. Et c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, ils veulent être protégés, ils veulent que l'État soit là, ils ne veulent pas être trop responsables en même temps. Ça, c'est notre tradition, c'est ce qui fait qu'on tient, que la société tient ensemble, et que d'un bout à l'autre du territoire. Et je pense que c'est l'idée que cet ensemble est en train de se décomposer qui crée cette angoisse française. Et les analyses de Jérôme Fourquet, de Christophe Guilluy, on peut les critiquer sur ceci ou sur cela, mais finalement, elles convergent toutes vers cette idée qu'il y a un pacte social qui est en train de se détruire. Pascal Horry ? Je maintiens que les institutions françaises et la manière dont elles ont évolué aggravent les conflits qui existent dans les démocraties libérales quand même. Ils les aggravent, puisqu'il n'y a pas de construction facilitée de coalition. Bon. Mais j'ajoute que de toute façon, nous avons au-dessus de nos têtes un facteur essentiel qui est la crise écologiste ou écologique prophétisée par les écologistes. Et prophétisée, ce n'est pas un jugement de valeur. Et pour moi, mais là, vous m'obligez à justement ne plus être historien mais prophète, je ne vois pas dans quelle mesure
la vérification de cette catastrophe, au sens grec du terme, écologique, va favoriser les formes élémentaire de démocratie, elle va favoriser des choix autoritaires. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord. Et pas seulement la crise écologique, parce qu'on voit que toutes les crises géopolitiques, l'instabilité mondiale ont un impact sur nos régimes. Et est-ce que, la question qui se pose devant nous, c'est est-ce que dans un écosystème mondial où les régimes autoritaires reprennent du poil de la bête en Russie, en Chine... Ils sont majoritaires à la surface de la Terre. Voilà. Est-ce que c'est le moment de devenir une démocratie libérale et est-ce que justement la Cinquième République ne donne pas une force supplémentaire dans ce concert des nations ? Je ne sais pas si on peut raisonner comme ça. On peut dire clairement que nous avons en effet un héritage qui n'est pas que gaulliste, mais qui a été renouvelé par le gaullisme. Nous avons encore des outils assez remarquables par rapport à d'autres pays, mais je pense que ça concerne l'ensemble des pays de la planète. Le choix autoritaire est à l'heure actuelle vraiment au-dessus de nos têtes comme la nuée précédant l'orage. Je suis totalement d'accord. Je pense que la crise écologique va conduire à une évolution, un tropisme autoritaire universel. Oui, ça, c'est certain. Mais écoutez, merci à tous les deux pour ce débat passionnant. On pourrait encore parler des heures de cette question de la crise d'institutions, qui est d'ailleurs une question très française. Je ne sais pas si on s'interroge autant dans les autres pays sur les institutions. Je sais qu'en Italie, justement, on nous prend pour modèle. Giorgia Meloni a dit récemment qu'elle voulait l'Italie passe et pour modèle la Cinquième République. En tout cas, merci pour cette discussion passionnante. C'est la fin de ce Club Figaro Idées. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison du Club Figaro Idées en 2024. Et d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Merci à tous pour votre fidélité. Très bonne soirée.